في نهاية المداخلات السيدة والسيد الفاضل. الكلمة الآن لأستاذة الفاضلة أستاذة سلمى الحسن إسماعيل qui va bien sûr nous parler aussi d'un sujet qui est très intéressant, à savoir les défis, le régime de difficulté des entreprises. À vous la parole, Madame Salma. Merci beaucoup, professeur Lekhali. Alors, je prendrai la parole, si vous le voulez bien, debout, parce que je suis plus à l'aise. Je vous remercie. Très bien, ça marche. Alors, tout d'abord, je voulais remercier le professeur Lekhali de son invitation, de son initiative d'organiser donc ces beaux ateliers de formation au profit des étudiants qui préparent le concours de magistrature et le concours du barreau. C'est une initiative extrêmement appréciable. Et je suis sûre que les étudiants de la faculté de l'Agdel trouveront un bénéfice certain dans l'organisation de ces ateliers. Je voudrais remercier et dire tout le plaisir qui est le mien aujourd'hui d'être avec mes collègues, professeur Zohir Naïm, dont je fais la connaissance aujourd'hui et qui m'a tout simplement ébloui par sa belle présentation, par l'intérêt de ces développements. Je suis ravie de faire votre connaissance et puis de profiter de vos éclairages. Monsieur Adil Boukbir, également ravi de faire votre connaissance. C'est un honneur et un plaisir et je vous écouterai avec un intérêt tout aussi marqué par rapport à ce que vous allez présenter en ce qui concerne le droit commercial. Alors, je voulais également saisir l'occasion pour dire combien il est intéressant justement de pouvoir utiliser au profit de nos étudiants au moins deux langues, l'arabe et le français. Souvent, on a l'impression qu'en fait, on appartient à deux planètes différentes, même si on appartient à la même faculté. On a les étudiants qui étudient le droit en arabe d'un côté et ceux qui étudient le droit en français d'un côté. On a l'impression qu'on est complètement séparés. Donc je suis heureuse au contraire qu'on puisse être ensemble et qu'on puisse utiliser les deux langues avec autant de fluidité et d'accessibilité. Les étudiants, et j'insiste dessus, il faut, les langues, vous le savez sans doute, c'est un outil absolument indispensable. Ceux qui étudient le droit en français doivent absolument maîtriser l'arabe et pouvoir s'exprimer dans la fluidité qui est donc souhaitée. Et les étudiants qui étudient le droit en arabe doivent pouvoir se sentir à l'aise également en langue française, comme en langue anglaise d'ailleurs. Donc, j'ai choisi de porter l'éclairage sur une matière qui parfois déroute les étudiants, qui peut être d'accès un petit peu difficile, parce que effectivement, c'est une matière, pour le moins qu'on puisse dire, qui est originale. Originale à la fois par son positionnement. On sait que le droit commercial, c'est le droit particulier, puisqu'il s'applique aux professionnels par opposition au droit commun, qui est le droit des particuliers, d'accord ? Et on a le particulier dans le particulier, l'exception dans l'exception, puisque le droit des entreprises en difficulté va s'appliquer aux commerçants, mais pas dans leur vie ordinaire. Il va s'appliquer dans des moments particuliers, exceptionnels, qui sont les moments de crise. Et donc, par rapport à ces moments de crise, on va avoir l'application d'un droit qui est un droit, encore une fois, original, particulier. Pourquoi ? Parce qu'il est teinté d'urgence. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que le législateur, dans le livre 5, a établi ce qu'on appelle un véritable état d'urgence juridique. On a connu l'état d'urgence sanitaire. Il est bon également de connaître l'état d'urgence juridique tel qu'il est mis en place par le livre 5 du Code de commerce. Pourquoi urgence ? Parce qu'on est face à une entreprise, face à un commerçant qui est menacé par le risque imminent de disparaître. Vous allez me dire, une entreprise, elle vient à naître, elle vient à progresser, à développer son activité. À un certain moment, elle vient à voir son activité décliner, se dégrader. Une entreprise, un commerçant, ça reste une personne, même si c'est une personne morale. Donc, elle vient à naître, à un moment, elle vient à disparaître. Pourquoi le législateur, marocain en l'occurrence, a-t-il déployé cet effort particulier dans le livre 5 pour prendre en charge le cas des difficultés ou des entreprises en difficulté ?
Pourquoi? Tout simplement, vous le savez sans doute, parce que derrière une entreprise, il n'y a pas uniquement l'intérêt de l'entrepreneur, le commerçant, le débiteur, il y a l'intérêt de toutes les personnes qui sont liées à l'entreprise. Il y a déjà l'entreprise en tant qu'être économique, et je dis bien économique et non juridique, autonome. Une entreprise exprime son intérêt, l'intérêt de continuer à vivre. Il y a l'intérêt des salariés, et vous savez combien l'emploi est très important dans les sociétés contemporaines. Il y a l'intérêt des créanciers, des partenaires, des fournisseurs qui traitent avec l'entreprise en difficulté, qui sont donc concernés par le sort qui affecte cette entreprise. Et puis enfin, il y a l'intérêt de l'État, de la collectivité territoriale, et on sait parfois que des territoires entiers dépendent en fait du fonctionnement, de l'existence, de la prospérité d'être entrepreneuriaux. Donc il était normal, il était attendu que les législateurs marocains, à l'exemple de tous les législateurs contemporains, définissent un droit dédié à cette crise, à cet état d'urgence, qui est donc sauvegarder, restructurer, venir à l'aide de l'entreprise en crise, en difficulté. Bien. Alors, il n'est pas question que je reprenne le cours du droit des entreprises en difficulté. Vous n'êtes pas venu pour ça et je ne suis pas là pour ça. Donc ici, je vais essayer de reprendre quelques notions fondamentales, les mécanismes qui me semblent les plus importants pour la préparation donc, des concours qui vous attendent, d'autant plus que la matière du droit des entreprises en difficulté, souvent il y a des questions qui se posent dessus. Pourquoi? Pour deux choses. D'abord parce qu'elle est très actuelle. Vous savez qu'elle a été réformée il n'y a pas longtemps. Et donc, on pose toujours des questions par rapport aux nouveautés au niveau du droit des affaires. Et puis aussi parce que c'est un facteur essentiel en termes d'investissement. Le droit de l'insolvabilité est un critère clé en termes de sécurité et d'attractivité des investissements. On sait qu'aujourd'hui, le sujet de l'investissement est un sujet clé, donc il est important de maîtriser cette matière, en tout cas d'appréhender les notions les plus fondamentales. Comment on va essayer d'articuler nos éclairages autour, j'allais dire, de 4 ou 5 questions qui me paraissent être essentielles, qui sont des notions clés, des mécanismes cruciaux en matière de droit des entreprises en difficulté. Je commencerai tout d'abord avec vous en posant une question simple: quelles sont les principales procédures qui sont organisées par le livre 5? En posant cette question, en essayant d'y répondre, je vais également adopter, ou plutôt aborder, les nouveautés. Donc à chaque fois qu'on parlera d'une procédure, on parlera également rapidement, je rassure l'organisateur, rapidement, quelles sont les principales nouveautés apportées par la loi 73-17. Ensuite, il est important ensemble qu'on essaie de comprendre rapidement la notion de cessation de paiement, qui est une notion clé dans le livre 5 et qui change complètement la physionomie du droit des entreprises en difficulté. On va ensuite approfondir notre connaissance sur, encore une fois, des mécanismes exorbitants, des mécanismes exceptionnels qu'on ne retrouve uniquement que dans le droit des entreprises en difficulté et qui viennent justement matérialiser ces turbulences, parce que le droit des entreprises en difficulté est un droit turbulent. C'est un droit qui vient créer de l'exception au niveau de principes qui sont les principes du droit commun. Donc, on va essayer de voir ensemble ce que c'est que la période d'observation, comment elle s'organise, comment elle s'articule, essayer de voir ensemble rapidement la période suspecte, et enfin, voir ensemble, examiner ensemble la situation des créanciers lorsque leurs partenaires tombent en difficulté. Bien, première question, quelles sont les principales procédures organisées par le livre 5 du Code de commerce? Alors, il faut bien comprendre que le législateur marocain agit comme un médecin. C'est comme, il faut en fait visualiser le livre 5 comme une mallette. C'est une valise d'un médecin. Donc, le médecin traite un malade. Qui est le malade? C'est l'entreprise en difficulté, c'est le commerçant en crise. Bien, comme tout médecin, évidemment, il n'y a pas un seul traitement. Il n'y a pas un traitement uniforme qu'on va appliquer, quel que soit l'état de pathologie du malade. Donc, c'est exactement cette démarche qu'adopte le législateur marocain. Qu'est-ce qu'il fait? Il définit des stades de la pathologie, de la maladie de l'entreprise. Du stade le moins grave au stade le plus avancé. Et ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il va venir définir des protocoles de traitement en fonction de la gravité de la maladie. D'accord? On va commencer par le stade le plus simple, c'est-à-dire le moins compromis, entre guillemets, l'état le moins grave du malade qu'est l'entreprise. C'est, vous allez dire, c'est quel état? C'est la situation où une entreprise souffre bien sûr d'une crise,
Cette crise ayant des causes qui sont des causes qui peuvent être variées. D'ailleurs, le législateur à aucun moment n'essaye d'établir une liste des difficultés, mais il traite uniquement leurs conséquences, d'accord? Donc ces difficultés peuvent être liées au marché, difficulté de commercer, difficulté de faire face à la concurrence, elle peut être liée à l'organisation interne, difficulté managériale, difficulté en termes d'accès à des matières premières importantes, et on sait qu'aujourd'hui ces difficultés exacerbent la crise qui est celle du Covid, et beaucoup d'entreprises se retrouvent en difficulté, justement parce qu'il y a une forte inflation des matières premières. Difficultés parfois uniquement juridiques, on a vu des entreprises tomber en difficulté parce qu'elles ont été condamnées à des dommages intérêts importants, parce qu'il y a eu une issue défavorable par rapport à un litige. Difficultés, j'allais dire même humaines, parfois une simple mésentente entre les créanciers, ils se disputent, ils n'arrivent pas à trouver un point commun d'accord, et donc ça peut paralyser complètement l'entreprise et l'entraîner vers la difficulté. Donc on ne s'arrête pas sur l'origine des difficultés, cette origine ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéresse, c'est la conséquence de ces difficultés. Donc premier stade, l'entreprise a une crise, cette crise n'assèche pas complètement la trésorerie, donc on a suffisamment de liquidités pour faire quoi? Pour payer les fournisseurs, mais si on ne fait rien, on laisse cette crise s'installer, on va très rapidement voir la vie de l'entreprise être menacée. Donc ici, il y a un risque sur la viabilité de l'entreprise sans qu'on soit déjà dans une trésorerie à sec. Donc ici, qu'est-ce qu'on va appliquer? Qu'est-ce que le législateur marocain organise? Vous l'avez certainement étudié, ce sont les procédures de prévention. On a donc la prévention interne, on a la mandation spéciale avec la nomination d'un mandataire spécial et on a la conciliation. Bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais uniquement parler des points communs. Qu'est-ce qui caractérise les procédures préventives? Alors, ce qui les caractérise, c'est la souplesse, c'est la volonté des parties, c'est la confidentialité. Et ça, c'est complètement différent du reste des procédures qui sont organisées par le livre 5 et on est complètement à l'opposé. Donc, volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas forcer un entrepreneur, un commerçant, à recourir aux procédures préventives. On va l'inciter, on va l'encourager, on va le conforter et on va l'accompagner. Mais à aucun moment, on ne peut le forcer à activer, à faire la demande d'une procédure de conciliation ou d'une procédure de mandation spéciale. Donc c'est quelque chose qui appartient au monopole exclusif du chef d'entreprise. C'est le chef d'entreprise qui a la décision entre ses mains. Premièrement, donc c'est la volonté. Deuxièmement, place du contrat, place des négociations. Non seulement le chef d'entreprise n'est pas forcé, mais également ses créanciers. Alors que dans les procédures collectives classiques, les créanciers vont subir des sacrifices, vont subir une contrainte. On parle de discipline collective. Donc ici, on est dans la négociation contractuelle. Ce sont les parties qui décident et le juge, en l'occurrence le président du tribunal de commerce, intervient pour les accompagner, pour leur faciliter la tâche, pour les garder autour d'une table de négociation en nommant, en désignant un intermédiaire objectif et en même temps expert qui va les encourager à trouver un accord. D'accord? Donc, souplesse, volonté, importance du contrat et puis également, très intéressant, confidentialité. Là encore, on est à l'opposé. Pourquoi? Parce que les procédures collectives classiques font l'objet d'une publicité qui est importante. Il faut au contraire organiser la publicité la plus large possible. Ici, on est dans une logique complètement différente. Il faut au contraire tout déployer pour garder les procédures confidentielles, secrètes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit justement de préserver la réputation des entreprises pour faire en sorte que la difficulté qui commence ne puisse pas s'aggraver. Voilà un peu les grands traits de ces procédures préventives qui sont organisées par le livre 5, alors qui ont été légèrement réformées par la loi 73-17. Quels sont les principaux apports? On a apporté plus de confidentialité en formalisant l'obligation de confidentialité pour la première fois. On a apporté plus d'efficacité en imposant tout de suite, dès l'ouverture d'une procédure de conciliation ou de mandation spéciale, la rémunération du conciliateur qui est fixée par le président du tribunal de commerce. Vous allez me dire c'est un détail. Ce n'est pas un détail, parce que le conciliateur, pour bien effectuer ses missions, il a besoin d'être correctement rémunéré. Donc c'est nouveau, c'est un apport d'expertise, et puis surtout, très important, c'est l'avantage, le privilège qui accompagne aujourd'hui le déploiement de la conciliation, qui est le privilège de la new money, qui permet aux créanciers qui, de manière volontaire, choisissent d'accompagner et de soutenir l'entreprise en conciliation,
d'être payé avant tous les autres. C'est un bouleversement du droit des sûretés. Parce que vous avez des créanciers qui sont des créanciers chirographaires, mais qui accompagnent dès la conciliation, qui vont passer avant tous les autres. Donc c'est quelque chose de tout à fait considérable. Malheureusement, c'est pas suffisamment, il n'y a pas de prise de conscience par rapport au potentiel, aux capacités que recèle le livre 5 par rapport au droit préventif. C'est pour cette raison qu'au Maroc, malheureusement, les procédures préventives ne sont pas suffisamment déployées, alors qu'à l'étranger, elles ont un succès énorme. Elles ont un succès énorme avec des résultats concrets. Au Maroc, elles sont ignorées, très peu utilisées. Les raisons sont nombreuses, je ne vais pas rentrer dans cette critique du manque d'utilisation de ces procédures, mais on peut vivement le regretter. Bien, voici la première famille de procédures qui sont donc des procédures préventives. Ensuite, on a vu le premier stade de la pathologie d'entreprise. C'est le stade le moins dégradé. C'est quand vous avez un petit rhume et que vous allez voir le médecin. C'est à peu près la même chose. Deuxième stade de la maladie de l'entreprise, c'est un peu plus sérieux. C'est le critère d'ouverture de la procédure de sauvegarde, article 560. Qu'est-ce qui se passe ici? L'entreprise est en difficulté, mais comment le législateur va venir expliquer cette difficulté? C'est une difficulté qualifiée comme telle. L'entreprise n'est pas en cessation de paiement, et on va voir ce que c'est que la cessation de paiement, premièrement. Deuxièmement, elle souffre de difficultés qu'elle ne peut pas surmonter seule. C'est un indice sur la gravité de la difficulté ou des difficultés. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, la cessation de paiement est imminente, elle est très proche. Ça veut dire que si on ne fait rien, l'entreprise très rapidement sera en cessation de paiement. C'est le critère d'ouverture de la sauvegarde. Donc ici, encore une fois, on est dans des procédures volontaires. C'est la procédure de sauvegarde. C'est l'un des principaux apports apportés par la loi 73-17. C'est-à-dire qu'ici, l'entreprise n'est pas encore en cessation de paiement, mais on va lui donner accès à toute une série d'outils qui sont des outils extrêmement efficaces, exceptionnels, exorbitants. Alors j'ai l'habitude de dire que la procédure de sauvegarde, c'est tout bénef pour le chef d'entreprise, c'est cadeau pour le chef d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on va lui donner énormément de possibilités de se protéger contre les créanciers, se protéger contre l'inscription des sûretés, se mettre vraiment dans une bulle de protection, tout en lui permettant de garder quasiment l'intégralité de sa volonté, l'intégralité de son pouvoir de gestion. On va supprimer tout ce qui dérange en matière de procédure collective. Qu'est-ce qu'on va supprimer? La période suspecte, l'assemblée des créanciers et tout le volet relatif aux sanctions. Donc, c'est comme si on vous dit, en fait, vous avez accès à des faveurs, mais ces faveurs, il n'y a pas de contrepartie en termes de suivi, en termes de contrôle, en termes peut-être même de sanctions. Donc, ici, j'attire l'attention sur le fait que la procédure de sauvegarde doit être ouverte avec beaucoup de parcimonie, beaucoup de prudence, parce que, attention aux chefs d'entreprise qui ont recours à la sauvegarde avec de la mauvaise volonté, de manière vraiment à gruger et à tromper leurs partenaires. Et on sait que ce genre de profil existe malheureusement beaucoup en termes de procédure collective. Donc, la sauvegarde, deuxième stade de difficulté, ce sont des entreprises, et j'insiste dessus, qui ne sont pas encore en cessation de paiement, mais qui sont dans des situations quand même de crise assez sérieuses. Elles peuvent recourir à la sauvegarde. J'insiste sur le verbe pouvoir. Pourquoi? Parce que là aussi, il n'y a pas d'obligation. D'accord? C'est le chef d'entreprise qui, de manière volontaire, fait appel à la sauvegarde. On ne peut pas le forcer à faire appel à la sauvegarde. D'un point de vue juridique, la demande de sauvegarde est assimilée à ce qu'on appelle un acte de gestion. Donc le chef d'entreprise, le gérant, le directeur général, le PDG, le fait sans avoir à demander la permission, l'autorisation de l'assemblée des créanciers, des actionnaires et encore moins du conseil d'administration. Donc c'est une décision qui lui appartient. Il est libre de la demander, évidemment le tribunal est libre de l'ouvrir ou de la refuser. Et on peut ici souligner le fait que le législateur marocain est devenu extrêmement exigeant quant aux documents financiers, aux états de synthèse, aux documents à fournir pour informer le tribunal et pour lui permettre d'avoir une information la plus complète possible sur la situation de l'entreprise avant d'ouvrir ou de refuser donc la procédure de sauvegarde. Par exemple, je vous donne un exemple. La première entreprise qui a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, c'est l'entreprise Troc Industrie.
Ça a commencé comment? Ça a commencé par une action des salariés. Action des salariés qui ont utilisé leur casquette de créanciers, parce qu'il faut savoir que le droit marocain n'accorde pas le droit de demander l'ouverture d'une procédure collective aux salariés. Donc ils ont intenté une action en justice en tant que créanciers parce que leurs salaires n'ont pas été payés. D'accord? Pendant de nombreux mois. Ils ont demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Qu'est-ce qui s'est passé? On a nommé un expert. Cet expert a considéré en fait qu'on pouvait ouvrir valablement une procédure de sauvegarde suite à la demande, bien évidemment, du directeur général de Strock Industries. Le tribunal de commerce de Casablanca a répondu favorablement. Il a donc ouvert la procédure de sauvegarde. On peut se poser des questions. Parce qu'une entreprise qui, pendant des mois, ne paye pas les salaires, c'est une entreprise dont la difficulté est très sérieuse. On peut même être certain du fait que la cessation de paiement est d'ores et déjà constatée. D'ailleurs, par la suite, quelques mois après, la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de redressement, c'est dire que la décision n'était pas totalement fondée. Donc, peut-être une approche comparative entre sauvegarde et redressement. Qu'est-ce qui fait la différence entre la sauvegarde et le redressement? Premièrement, c'est le critère d'ouverture. La sauvegarde s'adresse aux entreprises qui ne sont pas encore en cessation de paiement. Le redressement s'applique et non pas s'adresse aux entreprises qui sont déjà en cessation de paiement, premièrement. Deuxièmement, dans le redressement, le plan de redressement peut aller jusqu'à 10 ans. Le plan de sauvegarde, au maximum, s'arrête à 5 ans. D'accord? Troisième différence. On ne peut pas, dans la sauvegarde, retirer le pouvoir de gestion au chef d'entreprise. C'est le chef d'entreprise qui continue de gérer son entreprise. Dans le redressement, il y a des possibilités d'écarter complètement le chef d'entreprise. Quatrième différence. Dans la sauvegarde, il n'y a pas, je l'ai dit, de période suspecte parce qu'il n'y a pas de cessation de paiement. Il n'y a pas de constitution d'assemblée d'actionnaires et de créanciers. Il n'y a pas d'application, et c'est préoccupant, de sanctions relatives aux difficultés de l'entreprise. D'accord? Convergence, la sauvegarde et le redressement sont organisés à peu près de la même manière, avec les mêmes mécanismes, à part les quelques différences importantes que je vous ai citées. Voilà pour la sauvegarde, pour le deuxième, si vous voulez, stade de la maladie de l'entreprise. Troisième stade de la maladie de l'entreprise, c'est lequel? C'est la cessation de paiement. Alors, article 575 donc, du Code de commerce, qu'est-ce que la cessation de paiement? Grande question. La cessation de paiement est un concept clé du livre 5. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la ligne de démarcation entre les procédures souples, confidentielles, volontaires et des procédures beaucoup plus contraignantes. Qu'est-ce que c'est que la cessation de paiement? Vous l'avez sans doute approché. La cessation de paiement découle de la comparaison entre deux masses. L'actif disponible et le passif exigible. D'accord? Et c'est quand l'actif disponible n'arrive pas à couvrir le passif exigible que l'entreprise est dite en cessation de paiement. Il faut savoir que la cessation de paiement est une notion beaucoup plus comptable que juridique. D'ailleurs, c'est une notion qui manque de précision. Pourquoi? Sachant que pour la première fois dans la loi 73-17, le législateur l'a défini, d'accord? Avant, il ne parlait que de passif exigible. Mais, en dehors de cette définition, cette notion continue de poser de grands problèmes d'incertitude. On a l'habitude de dire, le doyen Carbonnier disait que la loi n'est pas le droit. On le ressent très nettement en droit des entreprises en difficulté, par rapport notamment à la notion de cessation de paiement. On a besoin, et je profite de la présence de notre ami magistrat au tribunal de commerce pour insister dessus, la loi, le livre 5 a besoin de l'éclairage des magistrats, d'un éclairage constructif, constant, stable. La cessation de paiement est une notion, encore une fois, clé du livre 5 et on a besoin de critères jurisprudentiels qui soient dégagés de manière constante par les tribunaux. Alors, je peux dire que, malheureusement, ce qu'on constate sur le plan pratique, c'est qu'il y a un décalage très important entre la manière avec laquelle la cessation de paiement est appréhendée par les différents tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce. De telle manière à ce qu'une entreprise pourra être appréciée comme étant d'ores et déjà en cessation de paiement, la même entreprise, le même dossier soumis à un autre tribunal, considérera qu'il n'y a pas cessation de paiement. Donc il y a un manque d'harmonisation des critères d'appréciation de la cessation de paiement. Donc on a vu un peu ce que c'est. Donc actif disponible
Et dette exigible, qu'est-ce qu'on veut dire par dette exigible? Ce sont des dettes arrivées à terme qui ont été exigées. Parce qu'il faut savoir qu'en droit, il y a un principe, l'inaction vaut report, donc tacite de l'échéance. Les dettes peuvent être de n'importe quelle nature, elle peut être professionnelle, elle peut être civile, il n'y a pas de souci, elle peut être chirographaire, elle peut être assortie de sûreté. Là aussi, il n'y a pas d'influence sur la constatation de cessation de paiement. Très important, la disponibilité de l'actif. La disponibilité de l'actif fait référence à la liquidité. La liquidité d'entreprise, c'est-à-dire quels sont aujourd'hui, maintenant, les moyens disponibles auprès de l'entreprise pour qu'elle puisse honorer tout de suite ses dettes. Ce qu'on met dans l'actif disponible, c'est la trésorerie positive, c'est le solde créditeur du compte bancaire et ce sont des effets de commerce payables à vue, jouissant d'une provision suffisante. Ce qu'on va également ajouter, ce sont les actions, les obligations, et on va complètement exclure tout ce qui est biens immobiliers, fonds de commerce, stock, etc. Donc, de telle manière à ce qu'on peut avoir des entreprises qui sont en cessation de paiement alors qu'elles sont solvables. Donc ici, il faut faire la différence entre la notion d'insolvabilité et la notion de cessation de paiement. Je peux avoir un patrimoine immobilier très important, donc entre guillemets être riche, d'un point de vue en termes d'actifs immobiliers, et pourtant être en cessation de paiement. Pourquoi? Parce que les actifs immobiliers ne sont pas considérés généralement comme des actifs liquides. Donc là, il faut faire attention, on va aller mesurer la liquidité de l'actif par rapport à l'exigibilité des créances. Bien. Alors, quatrième et dernier stade, c'est la cessation de paiement, mais c'est encore plus grave que la cessation de paiement, puisque la situation est irrémédiablement compromise. Alors, dans la notion de situation irrémédiablement compromise, on a la notion qu'en fait, il n'y a plus de solution possible. C'est exactement comme un médecin, face à un malade, dont l'issue est de toute manière tranchée, il n'y a plus de possibilité de le traiter. D'accord? Comme par exemple le stade terminal d'une maladie. Donc ici, que va faire le médecin? Il va essayer de rendre la moins douloureuse, la moins difficile, la fin du malade, la fin de vie du malade. C'est exactement la même démarche que va mettre en place le législateur marocain. Il va essayer de rendre le moins douloureuse possible la fin de vie de l'entreprise. La moins douloureuse pour qui? Non pas pour le débiteur lui-même, mais pour ses créanciers. D'accord? Pour qu'il y ait le moins, si vous voulez, de sacrifice de l'intérêt des créanciers par rapport à la disparition, à la liquidation d'une entreprise en cessation de paiement dont la situation est désespérée. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que la sauvegarde est une procédure qui est laissée au monopole à l'appréciation du chef d'entreprise. Il est le seul à pouvoir la demander. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore en cessation de paiement. Il n'y a pas encore de trouble à l'ordre public économique. Alors que, quand on est dans le redressement ou dans la liquidation, dans le scénario donc où la cessation de paiement est constatée, qu'est-ce qui se passe? Ici, on ouvre la possibilité de demander le déclenchement du redressement de la liquidation à toute une série d'acteurs. Bien sûr, le chef d'entreprise, et sachant que le chef d'entreprise est dans l'obligation, c'est plus un droit, c'est plus une option, c'est plus une faculté, il est dans l'obligation de demander le déclenchement du redressement. Il a un délai de 30 jours à compter de la constatation de la cessation de paiement, mais ça lui échappe. Il n'est pas le seul, il n'a pas d'exclusivité à ce niveau-là. Les créanciers peuvent demander l'ouverture d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce peut le faire également. Soit il le fait spontanément, soit il le fait sur la demande du ministère public, soit il le fait comme suite d'une procédure préventive et donc d'une demande du président du tribunal de commerce. Donc ici, on a un changement total des personnes qui peuvent demander et obtenir l'ouverture d'un redressement de liquidation. Pourquoi? Pourquoi on a ce changement, on a cette décision qui échappe finalement au chef d'entreprise? Tout simplement parce que la cessation de paiement constitue une atteinte, un trouble à l'ordre public économique. Lorsque j'arrête de payer mes dettes parce que je n'ai plus suffisamment de liquidité et de trésorerie, je porte atteinte à l'intérêt des autres, de mes partenaires. Je porte atteinte à la sécurité du marché. Je porte atteinte à l'attractivité de l'économie. Je porte atteinte à une notion clé en matière de droit commercial, qui est la notion de confiance entre les opérateurs économiques, entre les commerçants. Donc ici, il était nécessaire, d'accord, que le législateur intervienne pour organiser la situation d'une entreprise qui tombe en cessation de paiement et donc pour donner le droit
à toute une série de personnes qui sont touchées, qui sont affectées par la cessation de paiement, de pouvoir demander l'ouverture d'une procédure collective. Alors, je crois, combien il me reste? Pardon. Bien, alors, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de vous exposer l'ensemble des questions que j'avais programmées d'aborder avec vous. En tout cas, je vous propose, toutes les personnes qui sont intéressées, de vous adresser à travers votre chef de département, notre chef de département, un support détaillé et en même temps synthétique par rapport à la matière. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.